Eh bien, très bien, on peut avancer. Alors, on peut passer à notre deuxième joueur du jour, si tu veux bien. Alors, sur Kate Cunningham, on peut attaquer le cas compliqué Cunningham, vu qu'on les avait un peu en duel. Cunningham, 33 minutes par match cette saison, 62 matchs, 94 de true shooting plus, donc moins 6% d'efficacité relatif à la moyenne. Je pense qu'on va en reparler. Assez inefficace, à moins 6%, sur un volume de 31% d'usage, donc un plutôt gros volume de ça en plus. C'est vrai que pour te lancer, on est peut-être sur un joueur qui, j'ai envie de dire, qui tarde à exploser complètement, peut-être, on peut dire. Oui. Et d'ailleurs, tu vois, c'est quelque chose où de Dunkabdo qui dit souvent qu'il y a Kate Cunningham, c'est le joueur qui a la plus grosse différence de perception entre les gens qui l'ont scouté à la draft et les gens qui le voient arrivant à NBA. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que c'est un peu notre Markelle Fultz, tu vois, de notre génération. C'est-à-dire que c'est pas le même joueur le joueur qui a été vendu n'est pas le joueur qui est aujourd'hui à NBA. Et comme tu en avais parlé aussi, tu en avais bien parlé avec Rafa lors des stats de la saison sur les trois Pistons, c'est Rafa qu'on salue également. Pour moi, il y a pas mal de. Alors oui, c'est un joueur de volume, ça c'est faut pas lui enlever. Ce qu'il fait, c'est difficile, mais je pense que le spacing n'est pas la le spacing est un problème, mais c'est pas le problème principal. C'est-à-dire que si tu le mets dans le spacing, tu auras pas forcément de meilleurs résultats. C'est un joueur qui, pour moi, manque beaucoup de dynamisme, qui manque vraiment beaucoup d'explosivité. C'est un porteur de balle et qui a besoin de beaucoup de moves pour aller dans ses spots, un peu à la manière de Brandon Ingram. C'est-à-dire que il faut qu'il fasse 3-4 moves. Tu vois, il n'y a pas de one dribble pull-up ou two dribble pull-up, faut qu'il fasse 3-4 moves pour pouvoir après trouver un angle et ensuite pour déclencher le tir. Et c'est un joueur qui, je trouve, a quelques problèmes, notamment pour se débarrasser du joueur qu'il doit éliminer, c'est-à-dire que le joueur qui le démarque, le joueur qui le marque en face, pour après gérer l'aide. Et je pense que c'est aussi beaucoup pour ça, tu vois, Rafa avait dit que c'était le joueur qui se faisait le plus contrer, enfin c'est le porteur de balle qui se fait le plus contrer, puisque les joueurs qui se font plus contrer que lui sont que des intérieurs. Mais en fait, quand par exemple il va jouer le pick and roll ou il va essayer de mettre son adversaire en prison, ce qui va se passer, c'est qu'il va pas créer assez de séparation pour pouvoir faire hésiter l'aide. Et du coup, l'aide le défend comme s'il y avait pas de décalage, quoi. Il y a pas d'urgence. Et en fait, ça ne lui réussit pas, quoi. Donc, c'est un joueur de volume. Alors, faut donner quand même du crédit à un joueur qui est capable à cet âge-là, notamment NBA, d'encaisser autant de volume. Mais, je doute que ce soit la meilleure moyen de l'utiliser vu les outils qu'il a à sa possession actuellement. C'est vrai que c'est un peu je pense un peu une légère déception parmi les mecs qui l'ont suivi à la draft, parce qu'il faut se souvenir que c'était phénomène lycéen, meilleur lycéen du pays, premier choix à la draft, etc. Avec un aspect de pas juste le uber athlète classique, c'était le stéréotype de l'athlète premier choix de la draft, quoi. Il y avait un aspect de passing, il y avait un aspect je me souviens de Cole Zwicker qui l'appelait le QB1, quoi, le mec qui est capable de faire les très bonnes lectures, etc., quoi. Et ce qui est pas si fréquent que ça au final. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui pose problème, c'est le scoring, en fait. Oui, c'est ça. C'est le scoring. Malheureusement, ça me fait penser que ça leur tombe deux fois dessus avec Détroit, parce que Killian Hayes, c'est un peu pareil. Hayes, qui était censé au moins peser un peu plus avec le scoring. Le passing, il n'y a pas de problème. Mais sauf que le scoring n'est pas là non plus. Mais on n'est pas sur les mêmes proportions, évidemment. Mais c'est vrai que, Kate, c'est un peu ça qui bloque, je trouve. Et c'est ça qui est un peu dommage. Alors, comme tu dis, il y a plein de volume, donc c'est intéressant aussi. Il est aux manettes d'une attaque, donc ça a de la valeur en tant que go-to guy, on va dire, en un sens. Le passing, on peut en reparler, mais pour moi, c'est un passing hyper intéressant. Le problème, c'est que, d'ailleurs, on avait fait un podcast sur les passeurs, comme ça, on disait, paradoxalement, pour être un bon passeur, il faut aussi être un scoreur qui pèse beaucoup, quoi. Parce que c'est ton scoring qui fait que les ouvertures vont se créer, que, comme tu disais, les aides vont venir, il y a des brèches dans la défense, donc ça libère des fenêtres de passe. Et c'est un peu ce qui manque, je trouve. Après, c'est vrai que il y a toujours un peu cet argument de oui, mais il est dans une équipe qui est catastrophique. Et c'est vrai, on est vraiment dans une équipe catastrophique. Après, je pense que parfois il y a un peu exagération de ce point de vue-là, exagération et ou rationalisation de par cet argument. Et en vérité, oui, le contexte importe, mais quand même pas à ce point. Je trouve que parfois le grand public ou les fans exagèrent un peu cet aspect-là, sans dire que en fait Détroit c'est pas si cata, mais tu vois des mecs. Enfin, l'efficacité, c'est aussi relativement un truc qui est inhérent aux joueurs, en un sens. Ça peut être un peu empiré, un peu optimisé selon le contexte, mais pas à ce point, quoi. Franchement, pas à ce point. Et des exemples de mecs dans des contextes kata qui étaient efficaces et qui l'ont été toute leur carrière, on en trouve.
Tu vois, sans même remonter à des Kyrie Irving qui étaient Cleveland catastrophique, mais déjà efficace. Haliburton aux Kings, efficace alors que équipe cata. Curry aussi, mais tu vois, même un mec comme Isaiah Thomas à l'époque, aux Kings. Thomas, c'était un contexte qui était catastrophique, pas de spacing avec Cousins et Jason Thompson. Les bons souvenirs, Tom. Et c'est un mec qui a toujours été efficace. Donc voilà, fin de la parenthèse, mais juste pour dire que le contexte, en effet, est dégoûtant, mais c'est pas que lui. Il y a le contexte, mais il y a lui aussi, en fait. Et comme tu as dit, le point principal, c'est qu'il manque un peu de dynamisme, quoi. Enfin, je vais reformuler. Il a un style de jeu très lent, très méthodique, un peu à la Luka Doncic, mais sans complètement les forces de Luka Doncic. Oui. Et de l'autre côté, ça manque de pur dynamisme pour parfois créer le décalage, aller au panier, etc., quoi. C'est ça. Et même si, tu vois, il y a eu du mieux au niveau de son efficacité après le All-Star Game, bah, c'est simplement parce qu'il a mieux shooté. Alors, et en fait, à quel point l'échantillon est représentatif, quoi. Il est passé de 33% sur 5 tentatives à 40% sur 6 tentatives. Donc, effectivement, ça va booster son efficacité. Parce qu'il y a quand même du volume par rapport à son volume de tir total. Mais, voilà, à quel point on peut se dire que l'échantillon, enfin, la vérité, c'est le dernier échantillon. Sachant que c'est la première fois qu'il fait ça. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques doutes là-dessus. Après, je pense que, voilà, notamment par rapport au contexte, tu disais qu'il n'était pas aidé par rapport à ce qu'il y a autour de lui, notamment d'un point de vue spacing. C'est vrai que il y a très peu de choses qui sont faites pour lui, hein, tu vois. C'est quelqu'un qui peut-être, tu vois, par rapport à ce manque de dynamisme et d'explosivité, c'est quelqu'un qui pourrait gagner à être utilisé un petit peu plus off the catch, tu vois, déjà lancé ou après des zoom action, des choses comme ça. Mais est-ce qu'il peut ça? Tu vois, c'était aussi un de mes points, c'est est-ce qu'il peut jouer un peu sans ballon et dynamique sans ballon? Pour moi, je me pose un peu la question, quoi. C'est quelqu'un qui tient beaucoup la balle, tu vois, il a les 8e au temps de possession moyen, il a beaucoup de touches par balle. Et quand tu vois les joueurs qui ont le rôle qu'il a, en tout cas dans leur équipe, tu vois, il est au centième centile à l'usage, centième centile à l'assist percentage. Et tu vois, quand tu regardes à l'assist usage, il est 94e centile les joueurs qui sont là-dedans, c'est Haliburton, Young, Doncic et Jokic. Donc c'est un autre niveau de scoring, tu vois. C'est un autre niveau de scoring. Donc je trouve que c'est vrai que le contexte ne l'aide pas, mais je pense que il y a trop pour lui. Il y a beaucoup trop pour lui, et je pense que c'est un joueur qui devra peut-être qui gagnera peut-être à ne pas forcément être la première option, ou du moins le joueur qui crée le premier décalage. Et c'est un joueur qui, je pense, pourrait bénéficier d'avoir un autre créateur à côté, tu vois. Peut-être, alors, ça va peut-être sembler blasphématoire, mais peut-être que donner plus le ballon à Ivy, qui a plus ce zip pour créer ce fameux premier décalage, et ensuite retrouver Cunningham plutôt dans un rôle en relais, puisque bon, il y a quand même un petit peu de shooting. Peut-être que ça pourrait l'aider à gagner un petit peu plus en efficacité, même si je pense que c'est pas le rôle final que Détroit veut qu'il joue. Après, je suis en train de calculer, il est quasiment top 10 en termes de plus petit pourcentage de paniers assistés. Oui. Tu vois, c'est quand même un mec qui a vraiment son jeu à lui. Et pour l'instant, le off-ball, je trouve qu'il n'y a pas trop ce côté off-ball en termes de shoot, en termes de cut. Voilà, ça reste héroïque, mais je te rejoins là-dessus. Et comment dire, j'ai envie quand même de réitérer à quel point ce package de scouting, il est quand même un peu unique, quoi, parce que c'est un mec de grande taille, un porteur de balle de grande taille, de très grande taille, qui est très costaud, qui a donc ce côté QI basket et passing, pas juste sympa, mais très très bon. Au niveau passing, je pense que ça peut à terme être un des meilleurs passeurs de NBA, et qui en plus a du toucher de balle. Donc c'est aussi pour rappeler pourquoi est-ce qu'il a été premier choix de la draft, c'est pour tout ça, quoi. Donc c'est un package en termes de taille, passing et toucher qu'on trouve pas souvent. D'ailleurs, tu vois, au niveau du toucher, on peut aussi regarder que il est à 47% sur les longs tirs à 2 points. Donc le petit jump shot, le pull-up sur les longs tirs à 2 points, il est très très bon. Donc c'est pas le problème. Et d'ailleurs, il est bon là-dessus. Le seul problème, c'est qu'il est bon sur le seul domaine du jeu qui est le moins rentable, en fait. Donc exactement. Et non, pour moi le problème, je pense que le développement, j'ai même pas besoin qu'il joue off-ball, j'ai même pas besoin qu'il shoot à 3 points. Pour moi, c'est le drive, en fait. Le point de bascule, c'est le drive. Et actuellement, c'est un très mauvais driver. Il est parmi les gros drivers, il est dans le 15e centile, donc à peine mieux que 15% de tous les gros drivers de NBA. C'est pas normal. Un mec de sa taille qui a ce toucher de balle, il pourrait faire plus. Et un des problèmes notamment, c'est qu'il peut pas aller jusqu'au panier. Il ne va pas jusqu'au panier, il s'arrête un peu avant. Tout ce qui est un peu zone des flotteurs, un peu l'entrejeu, justement. Et l'autre aspect qui est pas normal, c'est les lancers francs. Et ça, c'est une question d'agressivité ou... Enfin voilà, c'est un mec qui prend pas tant que ça de lancer franc, alors que
que t'aies pas l'explosivité. Tu vois, c'est bon, bah ok, c'est pas grave, tu peux compenser, tu joues avec tes atouts qui sont autres, et donc notamment la taille, la puissance. Mais sauf que là, il l'exploite pas totalement, quoi. Parce que s'il le faisait complètement, il ferait un peu comme Luka Doncic ou comme des mecs comme ça qui jouent non pas en explosivité mais en lenteur, en puissance, et qui vont au panier, qui seraient des drivers d'élite, quoi. Donc c'est un peu dommage. Et de l'autre côté, bon, la défense, je sais pas grand chose à dire. On peut pas trop évaluer sa défense à Détroit. Hein. Je trouve que bon, c'est un peu compliqué. Mais ouais, c'est dommage parce que le passing est quand même très cool. Alors peut-être pas dynamique au point de driving kick dans tous les sens, etc. Oui. Mais la science qu'il y a sur pick and roll, je trouve qu'elle est quand même de haut niveau. Et là encore, c'est dommage qu'on puisse pas lui mettre une vraie menace de alley-oop. En tout cas, quand on lui met, c'est des mecs qui sont pas viables de l'autre côté du terrain, quoi, genre Bagley ou des mecs comme ça. Donc. Ou Duren qui, voilà, offensivement, il est assez dynamique, il propose une vraie menace de lob, mais qui, sur le côté défensif, laisse à désirer. On va dire ça, qui laisse un peu à désirer. Par contre, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, je suis d'accord avec pas mal de choses, mais je suis pas forcément d'accord sur le côté costaud, c'est-à-dire qu'il est costaud pour un joueur de sa taille. Sauf que, bienvenue à NBA, tu te fais défendre par des joueurs qui sont plus grands. En fait, il se fait défendre par les ailiers puisqu'il est pas assez dynamique pour les prendre de vitesse. Ouais. Donc, au final, tout ce côté force qui était un avantage face aux joueurs plus petits, il l'a plus. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il galère et il perd beaucoup la balle, tu vois. C'est un des joueurs qui perd le plus la balle. Et parce qu'il y a un fort manque de résistance au contact. Et quand il va s'empêtrer, tu vois, il essaie de prendre une position au poste, ben, il se fait surprendre par, tu vois, la longueur de bras, puisque effectivement, les défenseurs qui te défendent, non seulement ils sont plus grands, mais ils ont aussi des bras plus longs. Donc, quand tu te mets au poste, ben, c'est plus difficile de pouvoir trouver la bonne position en gardant la balle, puisque tu dois t'ajuster à l'envergure, justement, du défenseur. Et je pense que voilà, tant qu'il a pas un petit peu plus d'explosivité, il va continuer à se faire garder par des joueurs qui sont plus grands et aussi plus costauds, et il perdra cet avantage de puissance qui est très important pour les joueurs qui vont à leur propre tempo. Oui, totalement. Je suis d'accord, c'est un peu cet aspect de... En fait, il a le physique costaud, mais il n'a pas un jeu costaud. Il n'a pas un jeu... le jeu, comme tu as dit, ça se transpose pas. Et même s'il en a l'air, et qu'il a des grandes épaules et tout, concrètement, il joue pas comme ça, il l'utilise pas. Voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. C'est dommage. Et pour dire, en termes d'efficacité, hein, donc sur des gros volumes en NBA, il est avant-dernier en efficacité. Donc déjà, il est en dessous de la moyenne, évidemment. Mais il y a que Paolo Banchero, un cas intéressant. On va en parler de lui aussi. Mais il y a que Paolo Banchero qui est encore moins efficace que lui. Mais sinon, sur les gros volumes, il est avant-dernier de toute la NBA, quoi, parmi ceux qui ont beaucoup de responsabilités. Donc ouais, c'est un cas particulier. Et donc, allons vers le classement. Où est-ce qu'on imagine ce cas embêtant? Alors déjà, sous Fred VanVleet, hein, tu me disais, toi? Oui. Moi, je l'avais sous Fred VanVleet. Au plus haut que je l'avais, c'était justement avant qu'il gagne Murray, au plus haut. Et au plus bas, ça aurait été vraiment allez, peut-être au niveau de Klay Thompson, Aaron Nesmith, puisque c'est pas le même rôle, tu vois, il y a quand même cette notion de volume qui est importante. C'est vrai. Alors j'avoue que moi, un premier point de repère que j'avais, c'était un peu la zone Scotty Barnes et Franz Wagner. Ok. Et mais je suis beaucoup plus bas, quoi. Non, c'est à la base, je me disais ça, on va le mettre par là. Sauf qu'en fait, eux, c'est des mecs qui sont juste au niveau de la moyenne d'efficacité. Ils sont pas ultra efficaces, mais ils sont relativement efficaces. Alors que lui, il est inefficace. Et pour moi, ça fait quand même une différence quand t'as... En plus, c'est démultiplié parce que ce côté négatif, parce que c'est multiplié par beaucoup de possessions, quoi. Donc il y a beaucoup de valeurs qui fuient, je trouve. Donc ouais, ça me va. Je visais aussi ce côté un peu en dessous du pool de joueurs créateurs secondaires, là, McCollum, Dejounte Murray, Hero, etc. Donc on peut le mettre par là, ouais, on peut le mettre un peu en dessous. Entre Chris Middleton et qui gagne Murray? Klay Thompson, tu trouves qu'il est bas ou pas, toi? Je le trouve un peu bas, mais par rapport à son apport, c'est pas choquant qu'il soit là, quoi. C'est pas, enfin, même si je le montais, je le mettrais pas beaucoup plus haut, quoi. Puisque, en vrai, enfin, Klay Thompson, pour moi, hein, il est considéré comme un 2, mais pour moi, comme tu es la position que tu défends, tu es un 4. Enfin, pour moi, c'est un 4 qui shoot, quoi. Ouais. Et qui bouge plus beaucoup dans le périmètre non plus. Par rapport à Kuminga, on a Jabari Smith et Kuminga par là. Où est-ce qu'on le met alors, Kate Cunningham, par rapport à tout ça? J'ai du mal à séparer. Tu vois, les trois là qui gagnent Murray, Jabari Smith et Kuminga, j'ai du mal à les séparer. En fait, c'est, on va dire, c'est trois faces d'une même pièce, même si une pièce a deux faces. Ouais. J'ai l'impression que c'est des rôles différents, c'est des métiers différents, beaucoup plus sobres, et que c'est quand même trois joueurs relativement
positif en termes de valeur finale. Mais Cunningham, qui font moins, je pense ouais. qu'au final c'est négatif, mais en même temps il a beaucoup de valeur, de volume, et donc je sais pas comment pondérer tout ça, quoi. C'est soit on le sort complètement du classement qu'on avait fait l'an dernier d'ailleurs, soit on le, ouais, on peut, non, mais on peut le mettre par là alors. Est-ce qu'on le colle à Klay Thompson? On peut le mettre par là, ouais, juste en dessous de Chris Middleton. Il ou Middleton? Middleton est au niveau Ah oui, de oui. Keegan Murray, et après t'as Kuminga et Klay Thompson. Donc pour moi on peut le mettre soit entre Kuminga et Klay Thompson, ou soit sinon au niveau de juste après Chris Middleton. T'en penses quoi? Ouais, ok. Bah, mais séparons les Warriors alors. On met Cade entre Kuminga et Thompson alors. Comme ça. Le divorce est définitivement consumé. Voilà. Comme ça, ils vont pas se bagarrer. Ça marche, faisons ça. Et donc, petit quiz pour finir. Nous sommes le 3 janvier 2024. Et c'est un dunk sur un défenseur all-time. Non, c'est sur Walker Kessler. que j'aime beaucoup. Un poster dunk sur Walker Kessler. Et qui est sur le terrain? Es-tu capable de citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk? Oh, c'est en janvier, tu m'as dit. Ouais, c'était un janvier, une nuit froide de janvier. Tu vas pas regarder ce Utah Détroit de janvier? en pleine spirale de défaite pour les Pistons. Alors, on va partir du côté Pistons. Bon, Kate Cunningham. Ouais. Peut-être Ozar Thompson, il était là. Oui, tout à fait. Jalen Duren. Duren n'est pas sur le terrain, c'est son backup. Isaiah Stewart. Qui joue non, à côté de son lui, backup futur mégastar. Wiseman. Exactement, Wiseman, tout à fait. James Wiseman, Marcus Sasser, mon petit chouchou. Non, ce n'est pas Marcus Sasser, monsieur juste Leblanc. C'est pardon, je le fais à chaque fois celle-là. Non, si je te dis Utah, backcourt homonyme. Alec Burks. Exactement, Alec Burks. Bah, tu vois, t'es le premier qui comprend cet indice. C'est la même période qu'on suivait un peu la draft à cette époque où Rodney Hood était censé être le futur de Utah. Oui, aussi. Et le dernier, c'est quelqu'un qui était dans l'équipe de SGA à la fac, à Kentucky, qui a été drafté avant SGA, draft 2018, drafté très haut, top 10 par les Knicks. Ah, Kevin Knox. Exactement, c'est Kevin Knox, tout à fait. Ah, Kevin Knox qui était sur le terrain, qui d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, il a encore chopé un contrat aux Warriors là, apparemment. Je sais pas comment il fait pour à chaque fois avoir des contrats alors que à chaque fois c'est cata. Mais tant mieux pour lui. La théorie de la taille et du shoot. Hein. Oui, mais en plus moi je l'aimais beaucoup, donc ok. Et côté Utah alors? Alors côté Utah, Walker Kessler qui se fait postériser. Exactement. Côté Sexton. Oui. Est-ce qu'il y avait Keontae George à côté de lui? Oui, tout à fait. Potentiellement à Utah, John on est le Collins. 3 janvier. Non, pas John Collins, on est le 3 janvier. Ça importe au niveau des trades, évidemment. Markkanen, il était là. Markkanen, il a toute la saison. Non, il y a un mec qui est parti ensuite, qui aurait dû aller chez un contender. Fontecchio, qui a joué à Fontecchio, qui est parti à Détroit. Alors, Fontecchio est là, en effet. Fontecchio, non, je pensais à un autre qui, on s'imaginait, lui, il pourrait être bien à Miami, il pourrait être bien à Boston. Et finalement, il est allé à Toronto. Exactement, c'est Kelly Olynyk, ouais, tout à fait. Kelly Olynyk est sur le terrain. Donc voilà qui est sur le terrain au moment de ce poster dunk d'un match qu'on a tous regardé, je pense, ce Détroit Utah dans la froideur de janvier. On avait que ça à faire.